On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le candidat indépendant à la mairie, Paul Turcotte, mais d'abord un autre indépendant, Michel Gauthier. Dernier tour de piste pour les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette fois, c'est au tour de l'indépendant Michel Gauthier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Évidemment, dans cette élection, il y a 6 équipes, mais il y a aussi des candidats indépendants dont vous êtes. Ça change un peu la dynamique parce que les gens, il faut le rappeler, peuvent voter aux deux places. On a un bulletin de vote pour la mairie et on a un bulletin de vote pour le quartier. Parlons de vous, comme indépendant, et parlons de votre vision de la ville. On le sait, vous avez été conseiller municipal dans le passé, donc vous avez une expérience municipale. Parlons d'abord des finances de la ville, la taxation municipale. Est-ce qu'on parle d'un gel? Est-ce qu'on parle d'une augmentation? Si oui, limité au taux de l'inflation, quelle est votre vision à l'égard de la taxation? Écoutez, au niveau de la taxation, mon point de vue là-dessus, c'est quand même assez clair. On ne parle pas de gel, absolument pas. C'est pratiquement impossible. Et les équipes qui mentionnent qu'ils vont faire des gels avec les promesses qu'ils font, je ne sais pas comment ils vont y arriver, mais je pense que c'est impossible. Moi, je privilégie beaucoup plus une augmentation au coût de la vie. À chaque année? À chaque année. Dépendant de ce qu'on aura aussi, parce que je regardais encore ce matin, je regardais là, la taxe sur les immeubles non résidentiels à Montréal, à Toronto, à Vancouver, et il y a eu un reportage aussi, des statistiques qui ont été sorties, et à Saint-Jean, on est à peu près à 2 pour 1 au niveau de la taxe sur les immeubles non résidentiels, alors qu'à Montréal, ils sont à 4,4 pour 1, des choses comme ça. Et j'ai mentionné en campagne électorale que ça pouvait être un enjeu important au niveau de la taxation, parce que si on a plus de petites industries, de commerces, d'entreprises qui s'installent chez nous, bien, ça va nous permettre peut-être de limiter la taxation pour le résidentiel. Bon, parlons de la gestion de la dette. Vous avez un surplus à la fin de l'année, vous faites quoi? Vous le mettez sur la dette ou vous payez des travaux qui sont plus prioritaires? Bien, écoutez, je pense que la décision que la Ville a prise dans les dernières années d'augmenter, entre autres, le fonds de roulement, je pense que c'est une décision qui est sage parce qu'on s'emprunte de l'argent à nous-mêmes sans payer d'intérêt, sans faire de règlement d'emprunt, sans passer par Québec dans certains cas. Donc, je pense que c'est une décision sage d'augmenter le fonds de roulement. C'est aussi dépendant du surplus qui peut y avoir à la fin de l'année. C'est peut-être important de payer des règlements d'emprunt qui se terminent bientôt, des fois, pour amenuiser la taxation sur les années futures. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on mette un surplus, par exemple, de 6 millions uniquement sur la dette, parce que c'est fausser les données. Parce que l'année suivante, si on n'a pas de surplus, bien là, il faut augmenter les taxes de façon plus élevée à ce moment-là. La Ville doit-elle augmenter ses revenus ou baisser ses dépenses? La Ville doit mieux gérer, tout simplement. Et c'est pas question, je pense pas qu'il soit question de baisser les dépenses, d'augmenter les revenus. Il s'agit de gérer de façon plus équitable et d'être plus prudent. J'ai mentionné déjà, quand on fait, par exemple, quand on va en appel d'offres, s'assurer qu'on a le juste prix. Et pour ça, bien, on peut facilement là, aller voir des fournisseurs. On en a des centaines et des centaines de fournisseurs. On peut aller voir des fournisseurs et leur dire quels sont vos prix. Et quand les soumissions rentrent, on peut vérifier beaucoup de choses et sauver un peu d'argent, je pense. Relations de travail et fonds de pension des employés. Comment allez-vous gérer ça? Écoutez, il y a des ententes qui sont déjà là. Il y a des conventions collectives. Et je l'ai mentionné aussi, le fonds de pension des employés, c'est un gouffre sans fin. Depuis 12 ans, le fonds de pension est déficitaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, il y a un déficit actuariel d'environ 20 millions de dollars. Et quand on a une plaie béante, on ne met pas un diachylon dessus. Ça prend une opération. Et l'opération doit se faire avec les syndicats. Et à mon avis, il pourrait y avoir une clause orphelin qui dirait, par exemple, à partir du 1er janvier 2015, ça pourrait être à cotisation déterminée au lieu d'être à prestation déterminée. Et les gens qui sont en place sont des conventions collectives qu'il faut respecter. Comment pouvez-vous assurer une réelle répartition équitable entre les 12 districts dans les différentes dépenses? On le sait, vous venez d'Iberville, mais en même temps, vous êtes un de ceux qui dites, dans le fond, il y a une perception à l'effet qu'il y a moins d'argent à Iberville, il y en a moins à Saint-Eugène, il y en a beaucoup à Saint-Luc. Comment on peut répartir de façon équitable l'argent dépensé dans les 12 districts? À mon avis, on ne doit pas répartir de façon équitable dans les 12 districts parce que là, on va se ramasser avec 12 villes.
Et si on divise la taxation ou les services en 12, il y a des secteurs qui sont mieux nantis, il y a des secteurs où les infrastructures sont plus récentes. Et je pense que ces secteurs-là ont moins besoin d'infrastructures, ont moins besoin de choses. Par contre, les secteurs qui sont moins bien nantis, puis je pense entre autres au secteur Iberville, secteur Saint-Athanas, qui dans mon temps a reçu beaucoup, parce qu'on en avait beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut être équitable, mais il faut aussi arriver à ce que tout le monde devienne à peu près au même niveau. Et ce n'est pas le cas présentement. Projet du centre-ville. Il y a des sommes engagées, il y a des projets qui sont déjà sur la table. Est-ce que vous maintenez les travaux actuels ou si vous désirez peut-être en modifier certains? Moi, je maintiens les travaux actuels. Je maintiens parce que je pense que le centre-ville, c'est l'image qu'on doit donner aux gens de l'extérieur qui viennent chez nous. Et il faut que les travaux se fassent comme ils ont été prévus. Le futur pont-Gouin, on le laisse dans l'axe qui a été décidé en lien avec l'expropriation? Ce n'était pas mon choix, c'est sûr et certain. Mon choix aurait été beaucoup plus au sud. Quand on fait un pont, on fait un pont pour 100 ans, on ne le fait pas pour 3, 4, 5 ans. Mais je pense que c'est déjà là, enclenché avec le ministère des Transports et on n'a pas vraiment le choix. Je ne pense pas que ce soit un enjeu électoral, ce dossier-là. Et le vieux pont-Gouin, on le démolit ou on le valorise? Même chose, si on avait fait le pont Gouin, le nouveau pont plus au sud, mon choix aurait été de garder ce pont-là et de peut-être, au lieu de payer 6-7 millions pour le démolir, peut-être faire une passerelle du côté de Saint-Jean pour que les bateaux puissent passer sans déranger. Et on aurait pu faire plein de belles choses avec ce pont-là en le gardant. Mais là, qu'on ait deux ponts, un à côté de l'autre, et un qui a 100 ans, l'autre qui soit complètement neuf, je pense qu'on va devoir le démolir. Quel est pour vous l'avenir des sociétés paramunicipales, le CLD, l'Office du tourisme, la Société de développement du centre-ville? La Ville met beaucoup d'argent dans ces organismes-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le financement de ces organismes et également ce qu'on leur demande là, en termes de besoins? Bien, à mon avis, c'est des partenaires qui sont très importants. Le CLD, entre autres, qui fait de la prospection pour des entreprises. Et si on veut créer des emplois chez nous, je ne pense pas que les gens viennent nous voir en disant « Vous êtes beau, vous êtes fin, on veut s'établir chez vous ». Et le CLD, leur travail, c'est de faire de la prospection, d'aller chercher des nouvelles entreprises et des organismes du milieu aussi qui travaillent conjointement avec la Ville doivent rester où ils sont et on doit continuer à les aider parce que c'est des partenaires et des partenaires, c'est important dans l'avenir d'une ville. Développement économique, comment peut-on attirer des investisseurs ici? Écoutez, j'ai parlé déjà avec des gens d'affaires du milieu et eux ont déjà des contacts avec des sous-traitants, des fournisseurs et ce sont eux qui, à mon avis, peuvent nous aider le plus à amener des nouvelles entreprises. J'ai mentionné déjà en campagne électorale que ça nous prend des entreprises qui se situent, à mon avis, entre 20 et 50 employés, parce que ces entreprises-là sont moins exigeantes quand ils arrivent dans une région. Et le jour où ces entreprises-là ferment, c'est beaucoup moins dommageable pour une économie d'une région. Développement résidentiel. Puis on le sait, là, il y a des besoins d'infrastructures, ça crée des enjeux pour la protection des boisés. Il y en a même certains qui souhaiteraient peut-être qu'on désonde certains terrains de golf pour les développer en résidentiel. Bref, quelle est votre vision du développement résidentiel? Est-ce qu'on l'augmente ou est-ce qu'on le freine? Écoutez, moi, je pense qu'il faut y aller selon les besoins. Et ce que j'ai mentionné déjà, j'ai été sûrement le premier à mentionner ça il y a plusieurs mois déjà, on doit commencer à construire en hauteur. On est la seule ville parmi les 11 premières qui ne construit pas en hauteur à Saint-Jean-sur-Richelieu. On doit construire en hauteur. À ce moment-là, on évite l'étalement urbain qui coûte très cher et on protège l'environnement. On ne peut pas construire en hauteur dans tous les secteurs de la ville, mais il y a des secteurs où on peut construire en hauteur. C'est important d'aller vers cet axe-là parce que je pense que c'est l'avenir. Et déjà, les infrastructures sont en place et ils peuvent recevoir ces édifices-là. Quel avenir pour Trinity Church à Iberville? Encore là, il y a les amis de Trinity Church qui sont au dossier depuis plusieurs années, qui font des demandes, tout ça. Et c'est un partenariat qui doit s'établir avec les amis de Trinity Church, les gens qui veulent développer ce secteur-là. Est-ce que ça pourrait devenir la maison de la culture? Possiblement. Ça serait peut-être une avenue possible, mais il faut qu'on ait des données précises. Il faut que les gens qui veulent s'en aller là nous donnent exactement ce qu'ils veulent et comment on va financer ces projets-là aussi. Parlons du parc Rémiard à l'Acadie, problématique d'eau potable, c'est criant depuis des années. Là, il y a un projet qui est sur la table, mais en même temps, le parc appartient à Parkbridge, donc les gens sont locataires. Donc, de quelle façon on peut rassurer ces citoyens-là qui sont un peu tributaires de leurs propriétaires quant à la facture qu'on va peut-être leur filer un jour? Là?
Écoutez, dans ce dossier-là, ce que je connais du dossier, parce que j'ai été absent pendant 4 ans du conseil municipal quand même, écoutez, Powerbridge a pris une entente, semble-t-il, avec la ville, de façon à avoir de l'eau potable qui suit tout le long du boulevard Saint-Luc et pour desservir les résidents du parc Rémillard. À ce moment-là, je pense que c'est tout à fait normal, ça serait logique que Powerbridge dise à ses résidents, voici combien ça m'a coûté et voici combien ça va vous coûter. Et à ce moment-là, bien, les citoyens seront satisfaits des coûts et il pourra y avoir des répartitions qui soient faites équitablement à ce moment-là. Bon, parlons de la problématique de la vitesse dans les quartiers, dans les zones scolaires, dans les zones parcs, mais même dans les zones résidentielles, où bien, je sais qu'il y a certaines villes qui sont à 40 kg, là, où il y en a d'autres qui mettent des dos d'âne ou des intersections un peu plus surélevées. Comment on peut régler la problématique de la vitesse? Parce que les policiers ne peuvent pas être partout, là. Écoutez, je peux vous dire qu'en 2002, en 2005, en 2009, c'était le même problème. Et effectivement, dans certains secteurs, il y a de la vitesse. Quand on envoyait, à ce moment-là, les policiers faire de la surveillance policière, les gens qui allaient plus vite que la vitesse normale, qui avaient des contraventions, étaient majoritairement les résidents de ces secteurs-là. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce que les citoyens, entre eux, dans leur secteur, ne pourraient pas dire à un ou deux voisins, peut-être que tu vas vite, peut-être que tu devrais ralentir un peu, sinon un ticket, ça coûte cher. Parlons du transport collectif et de l'avenir de ce lien entre Montréal et Saint-Jean avec la 96, mais ça ne durera pas une éternité. Je veux dire, il y a un projet de train de banlieue ou sinon de SLR sur le pont Champlain. Bref, comment on peut assurer l'avenir du transport des personnes entre Saint-Jean et Montréal? Jusqu'à présent, je pense que le 96 fait bien son travail. Tant et aussi longtemps qu'on aura une voie réservée sur le pont Champlain, tant qu'on aura au Mélin de la Gauchetière, quand on aura des sites réservés pour nos autobus, il ne semble pas avoir de problème. Sauf que le nouveau pont Champlain va nous amener une nouvelle vision au niveau du transport en commun. Est-ce qu'il y aura un SLR? Est-ce qu'il y aura un train de banlieue? Combien ça va coûter? Et on ne fait pas partie de l'ORMT encore. Le jour où on fera partie de l'ORMT, ça va coûter 6-7 millions de plus aux citoyens directement, soit sur la taxe d'essence, soit sur les permis d'immatriculation, tout ça. Et il faut savoir aussi que le transport en commun est déjà déficitaire de 7-8 millions par année à Saint-Jean. Et il y a maximum 5 des gens qui prennent le transport en commun. Il faut aussi se rappeler ça. Mais c'est un outil de développement économique important pour notre région. Dernière question en quelques secondes. C'est quoi la différence entre Michel Gauthier et les 8 autres candidats à la mairie? Écoutez, j'ai entendu un commentaire la semaine dernière qui était très intéressant. On disait que la corruption est directement reliée avec le financement des partis politiques. Moi, comme je suis indépendant, je n'ai aucun financement externe. Mon seul financement, c'est le mien. Donc, personne ne pourra me corrompre et je ne suis pas corrompu non plus. Et je pense qu'un candidat indépendant aura le choix de choisir les bonnes personnes aux bons endroits le 4 novembre au matin. Merci beaucoup, M. Gauthier. Bonne chance. Merci, ça me fait plaisir. Restez avec nous au retour. Paul Turcotte. Dernier tour de piste pour les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au tour de Paul Turcotte qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Évidemment, vous avez fait le choix de vous présenter comme indépendant. On sait qu'il y a 6 équipes, mais il faut quand même rappeler aux gens qu'ils ont l'opportunité de voter à la fois à la mairie et dans les districts électoraux. Et vous avez le choix d'être indépendant. Je vais commencer tout de suite avec les questions d'ordre financier parce que souvent, quand on parle d'élections puis de ville, la première question que les gens se posent, c'est « ça me coûte cher de taxes? Est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Est-ce que mes taxes vont augmenter? » Bref, quelle est votre opinion à l'égard du compte de taxes? Est-ce qu'on peut permettre un gel de taxes ou sinon on doit s'en tenir à une augmentation, mais maximum au coût de la vie? Là? On ne peut pas geler les taxes présentement parce que là, l'affaire qui arrive, si on gèle les taxes, c'est toutes les dépenses par-dessus vont couvrir le budget, même pas, là, je veux dire... Si on lève une taxe, comme je vous avais parlé la dernière fois, si on fait une taxe de départ, là, ça va soutenir l'économie sur le point de vue des taxes.
Donc, pas de gel de taxes, mais est-ce que les gens doivent s'attendre, si vous êtes élu, à avoir une augmentation, disons, limitée au Limité, coût de la oui. vie? Très possible, oui. Oui, pour Limitée le au coût de la départ, vie. oui. Bon. Est-ce que la Ville doit augmenter ses revenus ou baisser ses dépenses, ou les deux? Baisser les dépenses. C'est en baissant les dépenses qu'on va pouvoir avoir un plus gros revenu. Il y a beaucoup de dépenses ici qui sont inutiles, vraiment absurdes. Comme quoi? Par exemple, 8 ou 9 employés pour couvrir un nid de poule, ça c'est un exemple. L'année dernière, quand j'ai vu 8 camions qui attendaient pour une pelletée de neige, là, 8 camions, écoutez, 8 camions avec 8 hommes dedans là, pour une pelletée de neige, c'est un peu exagéré. J'ai vu aussi des personnes qui, pour les signaux de construction, des fois il y en a 3 ou 4 qui tiennent un fameux drapeau, là, tu sais, c'est pas utile. Il y a beaucoup à faire, même dans le point de vue construction. Je vois qu'il y a trop de dépenses qui se font au détriment du public. Bon, si vous arrivez à la fin d'une année fiscale puis vous avez un surplus, est-ce que vous envoyez ça sur la dette ou dans le fonds de roulement? Dans le fonds de roulement. Pour faire quoi? Il y a beaucoup de projets ici qui sont en suspens présentement. C'est ça qu'on doit s'occuper. Avec le surplus d'argent, par exemple, vous avez le gros problème avec le PAC Ormiard. Ça serait un surplus d'argent qu'on pourrait se servir immédiatement. Un surplus d'argent pour aussi aider les personnes qui sont démunies, là, puis appauvries, pour essayer de leur trouver un travail. Puis c'est possible avec un surplus d'argent. Bon. Comment entrevoyez-vous les relations de travail où, d'une part, vous allez devoir renouveler les 4 conventions collectives, les bleus, les blancs, les policiers et les pompiers, puis en plus de ça, il faut aller jouer dans le fonds de pension parce qu'il y a un pas pire problème là-dedans. Comment vous entrevoyez les relations de travail dans les prochaines années? Bien, les prochaines années, avec le projet de travail, il faut absolument travailler avec chaque organisme. On parle de sécurité publique. Sécurité publique, ça comprend le policier, le département d'incendie, même les ambulanciers s'embarquent aussi là-dedans. Il y a aussi l'organisme de l'Union, pas l'Union, c'est la protection civile qui rentre en ligne de compte. Ça, il faut gérer ça d'une façon assez particulière. Parce que les fonds de pension, ça va coûter cher. Oui, les fonds de pension vont coûter énormément cher. Moi, je paye mes pensions. Je pense qu'on devrait essayer de couper les fonds de pension. C'est un sujet assez difficile. Il faut l'en couper un peu. Mais ça, les fonds de pension, c'est partout au Québec présentement qui sont en train de négocier puis se couper. Il faut émaner les baisser les fonds de pension. Comment pouvez-vous assurer une répartition relativement équitable des dépenses municipales dans les 12 districts électoraux? Parce qu'à ce moment, il y a une perception, surtout à Iberville, un peu à Saint-Eugène, que ces districts-là sont désavantagés au profit de Saint-Luc. Comment voyez-vous ça? Comment peut-on répartir de façon équitable les dépenses? Il faut regarder dans les 4 ou 5 quartiers, comme vous me nommez, Iberville, premièrement, sont vraiment défavorisés. Ça, c'est un lieu qu'il faut absolument, absolument regarder. Saint-Jean, comment je vous dirais bien, ils fructifient beaucoup avec l'argent des taxes ici. On fait beaucoup de réparations, on fait beaucoup de rénovations. Puis si on regarde Saint-Luc, bien, eux autres sont vraiment, vraiment favorisés avec l'argent de Saint-Jean qu'on parle. Beaucoup d'argent s'en va là-bas, toutes les dépenses se font là-bas. Il n'y a rien ici qui se fait là, pour Iberville. Alors, il faudrait regarder la situation de comment chaque petite municipalité, comme qui était avant, là, pour voir combien ils payent en taxes par petite municipalité. Essayer de les séparer. Là. On a plus de monde ici à Saint-Jean. On a environ 37 ou 42 000 de population. Si on a environ peut-être 32 000, 28 000 de population à Iberville, on regarde les taux de taxes qu'ils donnent par petite municipalité. Bon, parlons du projet de revitalisation du centre-ville, le Vieux-Saint-Jean. Il y a déjà des sommes qui sont investies. Il y a un projet qui est sur la table qui va durer 5-7 ans. Vous, demain matin, vous êtes maire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous maintenez ce qui a déjà été décidé ou si vous désirez modifier des éléments du projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean? C'est certain que je veux revitaliser le projet de Vieux-Saint-Jean. Présentement, il commence à performer un peu. On commence à voir certains changements. Moi, c'est certain que j'en veux un peu plus. Il y a des affaires. Il faut absolument attirer les touristes avec soit une foire, le carnaval, le fameux festival des Montgolfières, c'en est une. On pourrait avoir un festival aussi pour les multiculturels, disons, l'été aussi. L'hiver, on pourrait avoir un petit carnaval aussi pour les multiculturels ou c'est quelque chose à cet effet-là, les sports d'hiver. Bon. Le futur pont que le ministère des Transports veut bâtir à côté de l'ancien, est-ce que vous êtes d'accord avec l'axe qui a été décidé? J'ai étudié vaguement la situation du pont. Non, je ne suis pas d'accord avec l'axe, du tout. On le mettrait où sinon?
On a la même place exactement où il est là, sans déranger trop tôt. Moi, le pont Gouin, si on part du pont Gouin, je pense que c'est possible de le conserver. Ça va coûter cher, mais c'est possible. L'autre façon de mettre un autre pont, on parle de tout changer le gabarit de Saint-Jean-sur-Richelieu, tout défaire la chose, tout détruire le centre-ville. Le monde, écoute, le monde sont tannés de construction. Ils ne sont pas prêts à avoir un pont, puis des constructions partout, puis les bâtiments changer de place. Non, non. Bon. La Ville investit beaucoup d'argent dans des sociétés paramunicipales comme la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, le CLD, le Conseil économique, l'Office du tourisme. Est-ce que vous maintenez le financement de ces organismes-là et leur mandat, ou si vous pensez qu'on doit revoir tout ça? On doit revoir qu'est-ce que la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu leur octroie. Parce que pour vous, il y a des sommes, quoi, que vous pensez qu'il faut... Il y a des sommes qui sont peut-être données plus à un qu'à l'autre. Ils ont peut-être des sommes qui sont en surplus, qui devraient prendre cette somme-là puis leur donner aux autres organismes qui en ont besoin. En fait, c'est toute une centrale, cela. Quand on parle de développement résidentiel, certains ont reproché à l'ancienne administration d'avoir pesé beaucoup sur l'accélérateur. Vous, demain matin, vous êtes maire. Est-ce que vous maintenez un peu la cadence? Est-ce que vous désirez un peu freiner la construction domiciliaire ou l'augmenter pour que la Ville ait plus de revenus? Disons que je veux freiner les résidences immobilières genre condo. Je veux plutôt appliquer le projet vers les maisons à prix modique, les appartements à prix modique pour les personnes qui sont démunies et qui sont appauvries. Les condos, là, c'est énormément cher, puis au dépens des démunis, non. Bon. Comment on peut protéger les boisés? Là, il y a un plan de conservation, puis là, on le sait, il y en a même qui disent bien, il faut réglementer le zonage des terrains de golf, parce qu'il y en a qui voudraient virer des terrains de golf en développement domiciliaire. Vous faites quoi, là, du zonage des terrains de golf? Moi, je ne suis pas une personne qui joue le golf. J'ai vu bien, je me suis aperçu de bien du monde qui allait jouer au golf. Moi, là, quand je regarde un terrain de golf ou une partie de golf, je regarde argent. C'est toujours un endroit de négocier pour faire quelque chose, de donner des contrats pour les nouveaux contracteurs. Ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait, parce que dans certains cas, le golf de la mairie à Saint-Luc est fermé, là, il n'y a pas de golf. Est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on transforme le terrain de golf pour des futures maisons? Parce que c'est un enjeu, même dans le cas des légendes à Saint-Luc, il y avait un projet de peut-être même enlever 4 trous sur 18, puis faire des maisons avec ça, là. Puis même, il y a eu un projet, à un moment donné, ça a été rejeté, de vendre le terrain de golf de Saint-Jean pour bâtir des maisons. Donc, pour les citoyens qui habitent dans le pourtour des terrains de golf, c'est un enjeu, là. Si vous avez acheté une maison, puis vous, en arrière, c'est un terrain de golf, votre terrain n'a pas la même valeur que l'autre. Il n'y a pas juste les maisons immobilières qui veulent se construire là. Il y a aussi la fameuse tour Rogers, qui va avoir un certain terrain. Alors, il faut voir... c'est quoi l'emplacement de Rogers, premièrement, la tour de Rogers, pour voir les dépenses, si on peut aller chercher plus avec les affaires immobilières ou bien avec la tour Rogers. Il faut regarder ça de très près. Du côté d'Iberville, il y a un projet qui traîne depuis très longtemps, c'est Trinity Church, qui est un bâtiment qui appartient à la Ville maintenant. Certains y voient une vocation culturelle. Il y a peut-être une subvention de rattacher encore au projet. Vous, quels sont vos objectifs à l'égard de Trinity Church, qui est un bâtiment patrimonial auquel tiennent beaucoup les gens d'Iberville? Est-ce que vous parlez de Trinity Church ou sur la 10e, là? À Iberville ou bien à Saint-Jean? À Iberville. À Iberville, je ne suis pas au courant du Trinity Church, mais je suis très au courant ici de Anglican Church qui est ici. Ça, je suis au courant. Moi, là, si j'aurais un projet, bien, si ça me tomberait des mains, c'est certain que je pourrais virer ça à un genre de centre culturel, genre théâtre pour les personnes qui ne sont pas capables de se payer des affaires, par exemple. Ça, je crois que c'est le théâtre du Vieux-Saint-Jean, un exemple. Moi, je verrais ça en théâtre, un genre de théâtre de variété pour les jeunes débutants, les jeunes artistes. Ils pourraient commencer là, se pratiquer là, et puis par la suite aller au plus haut. Bon, vous avez parlé tantôt du parc Rémiard à l'Acadie où il y a un problème d'eau potable. Puis on le sait, en même temps, les gens sont locataires parce que la compagnie, c'est Parkbridge, là. Oui. Comment vous pouvez rassurer ces gens-là que la compagnie en question ne leur filera pas une facture qui n'aura pas de bon sens, là? Nous autres, ici à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, moi, ici, je suis élu, j'espère. Moi, je vais avoir un comité de citoyens qui vont pouvoir nous gérer, nous aider à gestionner le problème de Rémiard. J'ai déjà des personnes en place présentement au Parc Rémiard
qui regarde la situation avec Mme Morissette. Oui. C'est elle qui est présidente de l'Association des pères cormiors et tous les propriétaires. Alors, je travaille présentement étroitement avec Mme Morissette. Bon, il y a plusieurs, et on l'a vu, puis je pense que c'est de même à chaque élection, mais les gens disent « Ah, ça roule vite dans les quartiers, il y a de la vitesse, les policiers sont, évidemment, ils ne peuvent pas être partout en même temps, mais comment on peut régler la problématique des excès de vitesse dans les quartiers? » Parce que les gens roulent vite. Les gens roulent vite. Les zones de parc, les zones scolaires, puis même dans les zones où c'est 50 kilos, ils ne roulent pas toujours 50 kilos. J'ai vu dernièrement quelque chose qui m'a vraiment alarmé, qui m'intéresse beaucoup, c'est que j'ai passé en arrière de Maxi, je ne m'en souviens pas de la rue, là, et puis j'ai vu une pancarte qui s'est marquée « Vous faites 28 km/h. Vous faites 32. » Moi, j'ai revenu, juste de curiosité, puis j'ai fait 58. Ça a-tu marché? Bien, ça a marché, mais contravention, hein, c'est certain, là, c'est marqué contravention à côté, là. Et puis, ou bien excès de vitesse. Mais j'ai trouvé ça très sympathique de cette pancarte ou illuminée. Il devrait peut-être en avoir plus. Oui, ça m'aide parce que là, j'arrive là, puis je vois ça. C'est quelque chose. Il y a un autre enjeu qui est important parce qu'il y a beaucoup de gens de Saint-Jean qui travaillent à Montréal, donc qui prennent l'autobus. Là, certains parlent d'un train de banlieue, mais ça, c'est de l'argent, ou encore le SLR, si le gouvernement fédéral fait le futur pont Champlain. Vous pensez, c'est quoi l'avenir du transport entre Montréal et Saint-Jean pour les gens qui habitent puis qui travaillent à Montréal, là? Plus d'autobus. L'autobus qui... moi, je mettrais plus d'autobus sur la route à des heures régulières aussi. Là. Moi, j'ai attendu une madame dernièrement qui a attendu quasiment 1 heure là, pour un autobus, mais qu'elle a reçu un très bon service quand même de l'autobus. Dernière question. C'est quoi la différence entre Paul Turcotte et les 8 autres candidats à la mairie? La différence, c'est que moi, je suis indépendant. Je suis un gars assez honnête, assez direct. Je suis très audacieux. J'ai une comparaison à peu près comme une personne qui, qui va directement à la bataille. Je regarde, mais je figure très bien mes affaires. Ouais. Sur le côté des autres, moi, non, je suis très bien indépendant. J'ai mon personnel, j'ai mes personnes qui m'appuient. C'est ça que je veux. Je suis très bien. Puis, je n'aurai pas de parti là, pour vérifier à chacun. Là. M. Turcotte, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Éric. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Fondation Santé a toujours besoin de vos sous noirs. C'est l'Halloween et les enfants seront munis d'une petite tirelire pour ramasser le tout. Débat des candidats à la mairie. Il reste encore quelques rediffusions à vous présenter. On a capté ça la semaine dernière au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Et vous pouvez également le revoir sur notre site Internet, tvhr9.com. Et bien sûr, vous cliquez sur le débat. Il est en format YouTube. À demain. Bye-bye.